Alexandre. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette toute nouvelle, toute première conférence REA virtuelle. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'entendre une histoire très inspirante, celle de Mohamed Oda, que je vous présente d'ailleurs dans quelques minutes. Je me présente, mon nom est Valérie Duchesne-Carle, je suis directrice générale de la Fondation REA et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre Godefroy, qui va nous accompagner puis qui va nous soutenir dans le chat. Alors, si jamais vous avez des problèmes techniques ou des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Alexandre pourra vous aider et vous répondre. Alors, tout d'abord, avant de commencer de présenter Mohamed, juste quelques détails techniques. Pour le moment qu'on va passer ensemble, je vous inviterai à garder votre micro fermé. Normalement, il devrait l'être présentement. Et aussi à fermer votre caméra tout au long de l'entretien avec Mohamed. Et idéalement de choisir, je suis désolée, je n'ai pas le terme en français, mais de choisir le speaker view, idéalement pour que vous voyez soit moi ou Mohamed quand nous parlons. Si vous voulez écrire, je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez écrire des questions dans le chat, n'hésitez pas. À la fin de l'entretien, après 45 minutes, on va avoir une période de questions pour Mohamed. Et là, vous pourrez réouvrir vos micros, vos caméras et poser les questions, soit dans le chat ou soit oralement, tout simplement, à Mohamed. Alors, tout juste avant de présenter Mohamed, je veux juste dire un petit mot sur la Fondation REA. Alors, REA, c'est pour réadaptation. Dans notre cas, on parle de réadaptation pour des déficiences physiques. Alors, par exemple, de la réadaptation des soins suite à un AVC, par exemple, ou un traumatisme crânien, une lésion de la moelle épinière ou médulaire, comme on dit, non, plus techniquement. Ça peut être suite à une amputation ou l'annonce d'une maladie neurodégénérative ou l'annonce d'une surdité ou d'un trouble de langage. Alors, nous, notre fondation amasse des fonds pour soutenir financièrement l'Institut universitaire de réadaptation de Montréal en déficience physique. Sous ce chapeau d'institut, il y a 3 grands centres de réadaptation que vous connaissez peut-être. Il y a l'Institut Raymond Dewar, qui est plus pour les troubles pour la surdité et les troubles de langage. Il y a le Centre Lucie Bruneau, qui est un centre externe de réadaptation, et l'Institut Gingras-Lindsay, qui est plus un hôpital de réadaptation. Alors voilà, bien écoutez, si vous voulez en savoir davantage sur les projets qu'on finance, sur la Fondation, pour voir des témoignages aussi de personnes qui ont passé à travers de grosses épreuves et qui ont réussi à se recréer une nouvelle vie grâce à la réadaptation, je vous invite à aller voir le site de la Fondation. Alors, c'est fondationrea.ca. On va mettre le lien là, dans le chat maintenant. Donc, vous pourrez vous y référer. Donc voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Mohamed Oda. Mohamed a 20 ans, il est étudiant, il vient de terminer sa première année de préparation en médecine. Donc, il rentre en septembre officiellement en médecine. On peut considérer que c'est une première année de médecine, même si c'est une deuxième année, là. À 8 mois, Mohamed a passé un test d'audition à l'Institut Raymond Dewar de Montréal et a été diagnostiqué avec un handicap auditif de naissance, identifié comme une hypoacousie neurosensorielle sévère. Alors, comme vous allez voir, l'handicap a apporté son lot de défis. Mohamed est très sportif. Il a joué dans l'équipe canadienne juvénile de handball. Sur un autre plan, il a été finaliste dans son école d'un concours de poésie. Il a aussi été finaliste provincial d'un concours d'art oratoire. Et on en ajoute encore plus. Il a été nommé personnalité de l'année cette année à son année préparatoire en médecine. Enfin, et c'est comme ça qu'on l'a connu, il est récipiendaire d'une bourse d'études REA dont le partenaire est la Fondation Groupe Forget, qui vise à le soutenir dans ses études. Alors voilà, bien écoutez, je vous présente Mohamed Oda, puis on va commencer tout de suite. Mohamed, alors, j'espère qu'on peut te voir à l'écran. Moi, je ne te vois pas. J'aimerais bien qu'on voit ton joli visage. Voilà, super. Merci, Alexandre. Alors, tu es né avec une hypoacousie neurosensorielle sévère. C'est un petit peu technique là, pour les gens comme nous. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est?
Donc, en gros, une hypoacousie neurosensorielle. Hypo, ça veut dire que c'est plus bas. C'est hypo, c'est moins fort. Acousie, fait que c'est au niveau du son. Donc, j'entends moins bien, pardon, le son au niveau de mes neurones. Donc, dans mon oreille interne, il y a quelque chose qui s'appelle la cochlée, où est-ce qu'on a plusieurs nerfs auditifs. Et je suis né avec des cils qui captent le son, les vibrations du son plus ou moins, qui ne sont pas tant fonctionnels. Et ça fait en sorte que j'entends beaucoup moins bien le son depuis que je suis né. OK. Donc, c'est quoi les conséquences là, au quotidien, là, concrètement? Ouf, ben, j'entends moins bien, pour être honnête, mais Ben, par exemple, Mohamed, si on avait à mettre ça de 1 à 10 là, par rapport à nous qui sommes un 10, disons, là, t'entends à combien là, tu sais, sur 10? euh, j'entends à 2, 3 sur 10 sans mes appareils. OK. Avec mes appareils, ça me permet d'entendre aux alentours de 9. Si je Ah, n'entends pas parfaitement non plus, il y a plusieurs problèmes, surtout si je ne vois pas les lèvres de la personne. Mais en général, vraiment, 1, 2, 3. C'est, mon oreille droite est plus forte que mon oreille gauche, évidemment. Euh, Moi, j'ai une oreille qui est un peu plus forte. Il y a plusieurs seuils de, de niveau d'audition. Donc, on a les gens qui entendent normalement, après on a légère, moyenne, sévère, profonde. Moi, je me situe à sévère. Euh, Sévère, moyenne à droite, puis sévère à gauche. Arrivé à profonde, d'habitude, les gens font un implant cochléaire parce que c'est très, très difficile d'entendre, puis ça entrave vraiment leur vie tous les jours. OK. Est-ce que c'est une condition qui est évolutive? Pardon? Est-ce que ouais. Honnêtement, je sais que ces jours-ci, techniquement, je suis jeune, donc il n'y a pas vraiment grande chance que ça devienne de plus en plus pire. Mais je sais qu'une fois que je vais atteindre un certain âge, mon audition va commencer à partir un peu comme tout le monde. Euh, et à ce moment-là, c'est là où je pense que je vais devoir faire un implant cochléaire. Donc, pour le moment, non. Mais malgré tout, à chaque année, je vais à l'Institut Raymond Devoir puis je fais un test d'audition pour, OK. euh, pour savoir si vraiment il y a des pertes ou pas, pour que je puisse ajuster mes appareils en fonction de cela. Mais pour le moment, il n'y a aucun problème, puis j'espère que ça va rester comme ça longtemps, honnêtement. Ah, OK, OK, OK. T'es-tu confortable? T'es-tu à l'aise avec le terme handicap? Euh, je pense que c'est quelque chose qui est nice chez moi. Désolé, mon anglais, des fois, je Il n'y a mélange pas de d'ailleurs. problème. Je pense que c'est quelque chose qui est nice chez moi, c'est le fait que, justement, je suis vraiment à l'aise avec ce terme-là. Même trop à l'aise. Je fais des jokes sur moi-même. Les profs font des jokes avec moi, mes amis font des jokes avec moi et j'ai vraiment aucun problème. Puis ça me permet vraiment de, euh, de bien le prendre. Mhm. Euh, Tu sais, c'est pas toujours été comme ça n'a pas toujours été facile. Puis je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais personnellement, je veux pas que mon handicap me dissocie des personnes, entre guillemets, normaux au niveau de leur Mhm. audition, pardon. Donc, je cherche vraiment à être comme eux, je cherche vraiment à rire sur ça, à dire, écoute, ça veut rien dire, c'est juste un jeune appareil, tout va bien. C'est des fois des jokes, mes cousins ils me disent, quand ils me demandent, quand ils répètent 4, 5 fois, ils me disent, est-ce que tu es sourd, mais c'est juste par réflexe. Puis moi, je réponds oui, c'est tout simplement juste oui. Ça fait des jokes, ça. J'adore. C'est pas quelque chose que je prends nécessairement à cœur. C'est pas quelque chose que euh, je trouve qu'on devrait prendre à cœur. Puis, mais tant qu'on garde ça dans le sens amical du terme, moi, ça me OK, fait aucun parfait, problème. super. Écoute, c'est assez impressionnant, je dois dire, Mohamed, la première fois que je t'ai parlé comme ça en Zoom, de voir là, que tu t'exprimes normalement, puis on dirait pas qu'il y a un handicap, là, tu sais, c'est vraiment incroyable la façon que tu t'exprimes, puis la façon que tu lis aussi nos lèvres, puis que tu entends, là, j'imagine. Mais c'est sûr que tu en es arrivé là, il y a eu de nombreux obstacles. Peux-tu un peu nous parler
comment ça s'est passé là, depuis le tout début? Ça a quand même commencé jeune, puis bon, tu as dû vivre plein de choses. Ouais. Écoutez, c'est une énorme histoire. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Euh, Honnêtement, tu as commencé quand vraiment j'étais jeune. 8 mois, c'est beaucoup et c'est peu en même temps. Donc, c'est beaucoup parce que ça a vraiment entravé. Pour plusieurs personnes, les 8 premiers mois, ça aide. Ils apprennent à reconnaître les sons, ils apprennent quelques mots, etc. Moi, par contre, je reconnais juste les sons forts, c'est comme un boom ou un frappement de main. C'est juste que je reconnais ça. Mais quand ma mère m'appelait, quand ma mère me parlait, j'entendais pas. Donc, dans ce sens-là, c'est énorme. Mais d'habitude, dans un autre sens, vu qu'à 8 mois, on réagit beaucoup plus aux stimuli, on réagit beaucoup plus au bruit plutôt qu'à la parole elle-même. Euh, Ma mère a vraiment fait une job incroyable pour réaliser à 8 mois que j'ai un problème d'audition et est allée voir plusieurs médecins. Honnêtement, plusieurs médecins lui disaient que non, c'est chill, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, elle est persévérante, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez elle. Euh, qui a fait en sorte qu'on a diagnostiqué finalement, il y a finalement un médecin qui a cédé et qui nous a dit, tu sais quoi, allez faire un test. Puis on m'a diagnostiqué avec un problème d'audition. Euh, Rendu là, je suis allé dans une école spécialisée pour les personnes avec un handicap auditif. Euh, donc, à l'âge de 4-5 ans, j'étais allé en prématernelle à l'école Saint-Enfant-Jésus. J'ai fait un an avec une orthophoniste, une classe avec que des personnes qui ont des problèmes d'audition. C'est vraiment, on était juste 4-5 dans cette classe. Euh, Puis je dois dire que mon esprit combatif, puis mon esprit que genre, j'aime pas me dissocier des gens, était là depuis que je suis jeune parce que j'ai juste fait une année, puis après, j'ai rejoint la classe normale. Mais normale, entre guillemets, j'ai rejoint la maternelle. Même à partir de la maternelle, j'étais déjà avec des gens comme les autres. Euh, Mais comment ça peut se passer, ça, parce que tu n'entendais pas, donc, ou à 2, 3, là, comme tu disais, sur 10, comment on peut être dans une classe normale là, à 5 ans, puis suivre, puis apprendre, puis... euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de défis. Tu sais, c'est pas facile de vivre avec des appareils. Quand j'étais jeune, surtout que ça amplifie le son. Mhm. Donc, ça me donne beaucoup, beaucoup de maux de tête. J'arrivais souvent à la maison en pleurant tellement j'avais mal à la tête. Je n'étais pas capable de finir la journée. J'ai eu beaucoup, beaucoup de défis personnels. Mais vraiment, ce qui m'a motivé vraiment, c'est le fait que quand je revenais à la maison, je travaillais. Je travaillais sur mon articulation, je travaillais sur ma lecture, je travaillais sur énormément de choses. Puis, tu sais, je faisais pas juste la job qu'il faut faire en classe, mais dès l'âge de 4 ans, j'étais déjà en train de travailler chez moi. J'étais déjà en train de travailler avec ma mère. J'étais en train de travailler avec l'orthophoniste. Puis, si je n'étais pas le meilleur, moi, dans ma classe en prématernelle, j'étais la personne qui avait la plus grande surdité. Puis, malgré tout, j'étais la première personne à rejoindre une classe normale. Donc, ça en dit beaucoup sur comment vraiment j'ai dû travailler avec mes parents, tout seul, avec l'orthophoniste. Je n'aimais pas être le moins bon. Tu sais, l'orthophoniste me disait d'une manière gentille que je n'étais pas nécessairement le meilleur, mais comme j'acceptais pas cette réalité, puis je devais toujours être, non, non, je vais être le meilleur. Donc, je travaillais énormément. Arrivé en maternelle, on a appris l'existence du micro. Je me mettais toujours en face de la prof. J'avais un micro qui amplifiait le son du professeur et qui allait directement dans mon oreille. Ben, j'avais une ceinture avec plein d'objets électroniques, c'était un Mhm. peu différent, mais, mais bon, la technologie a évolué depuis. Vraiment, je me mettais devant, je n'hésitais pas. Une des choses qui est vraiment nice chez moi, c'est que je n'hésite pas à poser mes questions. Quand je ne comprends pas, je n'hésite pas à le dire. Quand il y a quelque chose que je ne suis pas d'accord ou il y a quelque chose Mais que là, au départ, poser des questions, est-ce que tu étais capable de les dire, tes questions? Parce que, oui, oui, c'est pas une question de. C'est sûr que je regarde mes vidéos de moi quand je suis jeune et des fois, je m'entends pas, même pas moi-même parler et je comprends même pas ce que je veux dire. OK. Mais j'ai tellement travaillé dessus avec ma mère, surtout, qui est dans le public, puis je la remercie encore une fois, que, que oui, à la fin de la journée, j'étais capable de parler, j'étais capable de bien articuler mes propos. Si tu me voyais parler, j'ai une vidéo de moi que j'ai vue récemment qui parle et j'ai tellement l'air mature, je suis toujours relax. Je parle un peu comme un adulte, entre guillemets. Puis c'est une des choses qui m'a
qui a dû être provoqué chez moi, une espèce de boost de maturité. J'ai dû vraiment... Toute cette... le vibe jeunesse, le fait qu'on niaise, etc. J'ai pas pu nécessairement le vivre quand j'étais jeune. Euh, Parce que je devais réaliser que j'ai un handicap, je devais réaliser que je devais travailler sur moi-même, je devais réaliser que c'était pas facile de m'intégrer avec mes amis, je devais réaliser beaucoup, beaucoup de choses qui a fait en sorte que euh, j'étais beaucoup plus mature pour mon âge, mais Mhm. à la fin de la journée, ça m'a porté fruit, évidemment. Mhm. Je veux revenir un petit peu par rapport à tes parents. Et je dis bonjour à ta mère, là, que tu dis qu'elle est en assistance présentement. Euh, c'est sûr que toi, ça a Bonjour. représenté beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ça a représenté beaucoup de travail, mais pour tes parents, ça a dû être quand même. Ils ont dû réagir à ça, ils ont dû s'adapter. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des décisions d'arrêt de travail ou parce que c'est quand même du travail, j'entends ça, là, puis pas juste pour toi, là. Donc, comment ça s'est passé au niveau de tes parents? Ma situation familiale n'a jamais été très, très facile. On va se dire ça comme ça. On va pas trop aller dans les détails, mais disons que ma mère et mon père n'ont jamais vraiment été en bon terme. C'est ça qu'ils l'ont été. Euh, Vis-à-vis moi, mon père n'était pas très présent sur le côté personnel. Euh, sur le côté émotif plutôt. Il faisait la base, sans plus. C'est vraiment ma mère qui a overwork. C'est vraiment ma mère qui a toujours été là pour moi. C'est vraiment ma mère qui, tous les jours, elle venait, puis elle passait 1 heure à la table. Elle venait de l'université, elle venait me chercher à la garderie, on travaillait ensemble après. Euh, Elle avait une autre enfant, elle avait ma soeur aussi. Elle avait une maison, elle devait faire la nourriture, faire le ménage. Puis tous les jours, elle était là à mes côtés. Tous les jours, elle travaillait. Puis plusieurs personnes lui ont dit, moi, je lui répète encore une fois, chapeau. C'est vraiment Hmm. des sacrifices qu'elle a fait, euh, qu'elle fait encore aujourd'hui. Hmm. Mais Wow, on voit qu'est-ce que ça donne, ça valait la peine, hein? ça fait. Elle amenait Euh, des livres, des espèces de gros cahiers de lecture. Puis elle me demandait de les lire. Elle me faisait hmm. répéter chaque mot. Elle trouvait les contes Disney qu'on lisait quand on était jeune. Elle me demandait de les lire, surligner le mot que j'arrivais pas à lire, répéter la phrase. Elle apportait des cahiers aussi de logique pour vraiment que je puisse développer un peu mon sens logique. Ça, c'est dans d'autres sens. Mhm. Vraiment, juste, elle travaillait énormément avec moi. Puis c'est vraiment grâce à elle. Et j'avais aussi une orthophoniste au primaire qui était incroyable, qui m'a suivi tout au long du primaire, puis qui me lâchait pas, qui vraiment Hmm. faisait du double time avec moi, qui m'appréciait énormément, puis c'était en retour, puis qui travaillait énormément mon articulation en français, en anglais. Tu sais, personnellement, je pense pas que mon articulation est encore très bonne, et j'ai fait énormément de chemin pour en revenir là-dessus. Euh, Ben, elle est ben, excellente. Je veux juste te dire, c'est Mohamed, correct. franchement, t'es humble parce que vraiment, c'est une excellente articulation, vraiment. Euh, je veux juste t'amener un petit peu ailleurs. Là, on a parlé, bon, ça représente beaucoup, beaucoup de travail pour toi. Bon, l'handicap que tu vis. Beaucoup, beaucoup de détermination, de travail, de persévérance. Mais ça a été aussi probablement, et tu m'en avais parlé un petit peu, là, difficile auprès socialement, en fait, là, avec les gens de ton âge. Comment ça s'est passé? Euh, il y a peut-être une différence aussi entre le primaire et le secondaire, je sais pas. Donc, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ça. Je viens de loin. Mon plus gros défi avec l'appareil, c'est pas l'apprentissage, c'est pas le langage, c'est pas, ma famille, c'est pas tout ce qu'on peut penser que c'est vraiment au niveau socialement. Euh, je viens de loin. Écoutez, à la garderie, c'est bon, la garderie, c'est la garderie, là, mais au primaire, j'étais pas quelqu'un qui était très populaire. Initialement, je suis dans une école de soccer, puis moi, je faisais souvent du soccer, fait que j'étais populaire dans ce sens-là, mais socialement, j'avais de la misère à faire des amis. J'avais de la misère à faire des fêtes. J'avais de la misère à... J'étais jamais invité. Euh,
tout ce qui est relations sociales, j'ai pas connu le développement d'un enfant normal. Écouter un enfant parler ou écouter quelqu'un parler, ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'efforts. Juste une personne, ça me demande vraiment beaucoup d'efforts, puis ça peut puiser dans mon énergie sociale. Quand on arrive à un groupe, au bout de 30 minutes, Mm. je suis dead. Pas parce que j'ai plus d'énergie sociale, pas parce que j'aime pas parler, pas parce que j'aime pas faire rire, j'aime pas communiquer avec les gens, apprendre à les connaître. C'est juste parce que juste le fait d'écouter quelque chose qui est inné pour plusieurs personnes, comme regarder pour certains, pour moi, ça me Mhm. demande énormément d'efforts. Ça me demande vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça me demande d'énergie. Je dois demander aux gens de répéter. Je dois pas avoir peur. Puis, je dois aussi avoir des gens qui sont prêts à répéter pour moi. Au primaire, c'était quelque chose qui était vraiment facile. Euh, j'ai trouvé des gens comme ça. J'ai souvent été poignardé dans le dos, si on le veut. Euh, au Qu'est-ce que tu veux dire, secondaire, poignarder dans le dos? euh, euh, j'ai passé ma troisième année primaire et ma sixième année primaire, j'étais dans une école. Et j'avais toujours l'impression que je devais faire mes preuves pour me faire des amis. Puis les gens ne m'acceptaient pas réellement. Euh, si les gens parlaient avec moi, mais juste par pitié ou juste pour parler avec moi un peu. Mon premier ami au primaire, vraiment dans cette nouvelle école en troisième année de primaire, euh, c'est vraiment quelqu'un que j'appréciais puis que j'étais vraiment reconnaissant. Puis je pensais qu'à partir de lui, j'allais pouvoir me faire plusieurs amis. Arrivé à la fin de l'année, il m'a juste dit qu'il me parlait parce que sa mère l'avait forcé un peu à le faire. Puis, Oui. ouais, ça m'a fait Ah, réaliser à quel point vraiment c'est pas facile euh, être. hum. Les enfants peuvent être méchants, hein? Ouais, c'est Ouais. pas facile. Écoutez, on était enfant, c'est pas la fin du monde, mais j'ai grandi depuis. Je suis arrivé au secondaire. Pour moi, c'était un new start, le secondaire. Mais encore une fois, c'est vraiment pas facile. Me faire des amis, euh, As-tu être avec les réussi gens. quand même à t'en faire des amis au Oui, secondaire? Ouais. au secondaire, mon secondaire est une période encore un peu difficile. C'est quand je dis que je viens de loin, je viens vraiment de loin. C'est pas primaire, premier essai, secondaire, j'avais plein d'amis. Non, non. C'était encore très difficile. Le nombre de personnes avec qui je parle depuis mon secondaire encore aujourd'hui ou que vraiment je considère comme un ami, c'est de un. Il y a vraiment OK. une seule personne. Euh, j'ai encore été plusieurs fois au secondaire. Là, on parle juste au milieu scolaire. Milieu du sport, c'est une autre histoire. Ouais, Euh, c'est ça, parle-nous un petit peu de handball, là, parce que tu as été sur l'équipe nationale, puis j'imagine que ça a été un petit peu, ça a compensé socialement, là. J'imagine que tu t'es fait, Le handball, il y a ouais, deux choses. Il y a l'aspect social handball à l'extérieur du terrain. C'est des amis, des personnes. Puis l'aspect sur le terrain. Le handball, comme plusieurs sports, j'imagine, d'équipe, le coach te dit toujours, ça ne joue pas avec les jambes, ça ne joue pas avec les mains, ça ne joue pas avec la tête, ça joue avec la bouche. C'est la communication, la communication, la communication. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour moi. Tu sais, des fois, mon coach, il me parle, puis je reçois une passe de quelqu'un, juste le fait que je dois tellement focus sur le fait que mon coach me dit, la passe, je ne vais pas l'attraper. Ou si je fais une passe moi-même, je ne vais pas la faire bonne, je vais la faire à l'autre équipe. Donc, c'est vraiment difficile, euh, le milieu de handball. C'est très difficile de communiquer. Donc, ma position en tant que demi-centre, donc je suis un demi-centre dans mon mhm, handball, puis ma position, c'est le leader de jeu. Donc, je dois organiser l'équipe, je dois faire le jeu, je dois communiquer avec tout le terrain. Puis c'est vraiment difficile parce que plusieurs fois, le joueur à l'extrémité ne m'entend pas, ne me comprend pas. Une autre chose chez les personnes qui ont un problème d'audition, c'est pas nécessairement genre, l'articulation, c'est le ton de voix. Des fois, j'ai l'impression que je parle fort, mais pour vous, pour les autres, c'est pas fort. Puis quand je parle fort, c'est trop fort. Je n'arrive pas à trouver un certain équilibre, savoir à quel point je dois hausser ma voix, OK. aussi bien que vous le faites. Puis ça peut jouer contre moi, surtout quand je suis fatigué. Ça fait en sorte que j'articule moins bien. Euh, donc, ça faisait en sorte que, c'est une fois, vraiment, ça m'a frappé. Une fois, j'étais en tournée à Porto Rico, aux alentours de secondaire 3, secondaire 4. Puis, je reviens d'une compétition, je reviens d'un match, et je parle avec un ami de handball. Puis, il me dit d'une manière un peu méchante, comme ta gueule, je te comprends pas. Juste articule, s'il te plaît. Mais c'est pas d'une manière.
a essayé de me faire comprendre qu'il ne me comprenait pas. C'était vraiment juste pour me rabaisser, puis après, il passait à autre chose. Puis une des choses que j'apprécie chez moi, c'est que je ne l'ai pas pris à cœur d'une manière, puis je ne me suis pas rapitoyé sur mon sort, j'ai plutôt travaillé sur moi-même. Première chose que j'ai fait quand je suis revenu à Montréal, j'ai travaillé, j'ai trouvé des virelangues en ligne, j'avais un paquet de crayons, je les Ah, mettais dans c'était ma quoi ça, bouche. un virlangue, là? Un virelangue, c'est vraiment les trucs comme papier, panier, piano, ou les chaussettes de l'archiduchesse sont elles sèches, archi sèches. Oh, J'ai dit wow! plusieurs fois. C'est l'espèce de truc-là. Euh, mais juste les dire à voix haute, c'est une chose, mais après, je devais mettre un crayon dans ma bouche. J'avais un paquet de crayons que j'ai encore, je pense, qui sont tous mâchouillés tellement j'ai travaillé ça. Puis c'est juste un espèce de reminder pour me faire rappeler comme quoi Mhm. c'est euh, comme quoi I worked hard. Genre, j'ai vraiment travaillé fort. Tu sais, comme j'ai eu Mm. des grosses discussions avec ma mère, comme quoi ma mère me disait, tu sais, tu ne pourras jamais parler aussi bien que les autres, parler aussi bien que vous, vu que j'ai un problème d'audition. Et moi, j'acceptais pas cette réalité réellement. Puis je me disais toujours, non, non, je vais travailler. Je suis retourné voir une orthophoniste. Chaque soir, j'étais là, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Je mettais un crayon dans ma bouche, 10-15 minutes, je criais. Je réveillais ma famille, mais Mm. comme je travaillais sur moi-même. Puis à la fin de la journée, je suis content de où est-ce que je suis rendu. Euh, mais je travaille encore aujourd'hui, puis je vais continuer à travailler toute ma vie sur mon articulation. Wow. Euh, c'est pas quelque C'est chose pas que je peux terminé, arrêter. alors, si je comprends bien, c'est continuel, là, tu continues. La bataille finit jamais, honnêtement. Mm. Euh, si j'arrête T'as pas aujourd'hui, atteint, ouais. c'est ça. Si j'arrête aujourd'hui, la semaine prochaine, je vais redevenir mauvais ou moins bon qu'aujourd'hui. C'est ça qui est. L'audition, c'est un travail constant sur l'éducation, sur comment j'écoute le prof, sur le sport, comment je dois parler avec mes gens, avec mes coéquipiers, niveau social, comment je dois travailler sur moi-même socialement. Parce que le fait que j'ai un problème d'audition fait en sorte que j'ai eu du retard au niveau social, fait en sorte que je dois travailler sur moi-même beaucoup plus socialement. Puis ça travaille, puis ça travaille, puis ça travaille. Puis je sais que j'ai encore énormément de progrès à faire. Euh, c'est c'est quelque chose qui est le travail d'une vie. Ouais, C'est, OK. puis honnêtement, ma mentalité, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez moi. C'est le fait que je suis jamais satisfait. Mm. Je veux toujours plus. Ma mère et moi, je chicane toujours sur ça parce que j'ai trop de projets, trop de choses que je veux faire, trop d'ambition, trop. Puis c'est cette mentalité, le fait que je veux toujours plus, le fait que je suis Mhm. jamais satisfait par comment je suis actuellement, qui a fait en sorte que d'après moi, je suis rendu où est-ce que je suis en médecine, équipe Mm. nationale de handball, etc. Si j'ai été récalé de mon équipe nationale, je n'étais pas pris au début, mais jamais je ne me suis pas laissé faire. La personne en question m'a fait un coup au cœur qui, jusqu'à ce jour, je m'en rappelle, lors de la compétition de handball. Puis ça m'a permis d'être encore plus fort. Mm. C'est une histoire cocasse, encore une fois. Ma mère ne pensait pas que j'allais me rendre en médecine comme un voyant secondaire. Je l'ai pris à cœur. Non, non, je vais me rendre, je suis capable. C'est vraiment Wow. cette mentalité qui Puis, me. ben, donc, ça m'amène à la médecine. Pourquoi la médecine? Pourquoi C'est la quand même un médecine? chemin difficile, là. C'est T'as pas choisi le domaine le plus facile. euh, c'est vrai, mais parce que c'est vraiment basic, puis c'est vraiment comme cliché comme réponse, parce que j'aime aider, j'aime redonner. Si vous me voyez live, mon but, c'est pas nécessairement de partager mon histoire, mais c'est vraiment de motiver les jeunes, motiver les personnes avec un handicap, motiver les personnes, leur faire comprendre que ce qu'on vit, c'est pas nécessairement facile, mais on est capable, on peut y arriver, on peut aller au bout de ses rêves, même plus loin encore. Euh, une des choses que vraiment, je dirais sur la médecine, c'est vraiment parce que initialement, c'est mes oreilles, j'étais curieux vis-à-vis de cela, comment ça marche, pourquoi j'entends pas. Pendant très longtemps, moi, je disais hyperacousie, neurosensoriel, qui veut dire en sorte que j'entends trop bien. Je pensais que c'était ça le mot, mais juste le fait de travailler sur moi-même, puis d'apprendre, tu sais, comment ça marche mes appareils après un minute du sport. Chaque fois que j'ai une blessure, j'étais toujours curieux pourquoi, comment je fais pour la guérir. J'avais fait des recherches. On me niaise encore chez ma famille là-dessus parce que je faisais trop de recherches, etc. Et le fait de pouvoir juste ultimement redonner à la Mm. société, comme la société m'a énormément donné en me soutenant, comme vous me soutenez aujourd'hui avec la conférence, juste pouvoir redonner dans le milieu de la santé et Mm. vraiment aider les gens.
c'est vraiment quelque chose qui me touche à cœur. Et c'est pour ça que vraiment la médecine, c'est ouais. Comment t'entrevois ça, un métier de médecin, là, avec peut-être les difficultés que tu as, malgré que moi, je les vois pas, tes difficultés, hein? Toi, tu dis que c'est encore un gros travail quotidien que tu auras à faire toute ta vie, mais comment tu vois ça là, comme médecin? Est-ce que tu rêves d'une spécialité ou nous, on aimerait bien t'avoir en réadaptation, là, mais Ça me ferait plaisir de et le faire voilà. un jour. Euh, actuellement, en médecine, l'aspect social est toujours très, très important pour moi. C'est quelque chose que je travaille énormément. Je suis très, j'ai un très gros, parce que les contacts, la vie sociale, c'est vraiment quelque chose qui est important en médecine. Il y a l'aspect humain moi-même, puis il y a l'aspect de groupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la communication. Un médecin, ça ne travaille pas seul à l'hôpital. Vous avez les infirmières, les préposés bénéficiaires, vous avez une grosse, grosse équipe. Juste le fait de communiquer avec ces gens-là, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Le fait de ne pas avoir entendu une information qui peut être cruciale dans le diagnostic du patient, c'est quelque chose que tous les jours me fait vraiment peur. Euh, Actuellement, le plus gros défi, c'est le masque. Quand les gens mettent un Ah masque, ouais. Hein. je comprends rien. Hmm. Vraiment, je comprends vraiment rien. Puis c'est quelque chose que je dois travailler. C'est quelque chose que. Tu sais, des fois, je suis obligé d'augmenter le volume de mes appareils pour pouvoir comprendre ce que la personne dit, mais ça fait en sorte que 2, 3 heures plus tard, quand je reviens chez moi, j'ai un énorme mal de tête. Je veux juste Hmm. dormir directement. Fait que je ne peux pas étudier, je ne peux pas faire X, Y, Z. Euh, Puis finalement, Hmm. le dernier problème qui me vient en tête actuellement, c'est vraiment en classe. Lorsque le prof te lance énormément d'informations, Hmm. ton cerveau devient fatigué, mais mon ouïe aussi, puis devoir écouter, ça devient beaucoup plus difficile. Pour certaines personnes, peut-être qu'après 2 heures, elles sont plus capables. Moi, après 30 minutes, c'est bon. Encore J'ai donné ce que aujourd'hui, j'avais hein. à donner, puis that's it, that's all. Fait que je dois vraiment me, me baser sur moi-même pour pouvoir apprendre avec les PowerPoint du prof, me demander à des amis, pas avoir peur d'aller, de dire que je comprends pas. Tu sais, des fois, on fait des quiz en groupe, puis je sais que je comprends rien, mais j'ai pas peur de dire que je comprends rien, puis j'ai pas peur de montrer que je comprends rien. Je sais, je veux pas être là dans mon coin, sachant que je n'aurai pas la bonne réponse. Non, non, je vais dire la mauvaise réponse, puis à la fin de la journée, je me ferai corriger, puis ça va me permettre de comprendre Hmm. vraiment c'est quoi la bonne réponse, puis de m'en rappeler pour le futur. Hmm. C'est Dans tout ce que tu as vécu là jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi que tu as trouvé le plus difficile? tout, non, mais C'est l'ensemble. euh, vraiment l'aspect social. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille énormément là-dessus. L'aspect social, me faire des amis. Euh, j'ai vécu un secondaire qui n'était pas très, très facile. Un cégep où je voyais une amélioration. À l'université, j'en vois encore une autre. Mais je sais que j'ai énormément à faire là-dessus sur l'aspect social. Je sais que j'ai encore trop à faire. Et ça me fait peur. Ça me fait vraiment Hmm. peur. Voilà, Hmm. OK. l'aspect social. Qu'est-ce que ça t'amène, ton handicap, qu'est-ce que ça t'amène comme humain, puis peut-être même comme médecin? Qu'est-ce que ça va t'amener? Hein? Euh, Comme humain, la persévérance. Hmm. Euh, je sais, même si j'aime pas me différencier des autres, même si j'aime pas me dire, OK, je suis quelqu'un de différent, je sais qu'à la fin de la journée, j'ai un handicap. Ça fait Hmm. partie de moi, ça fait partie de ma vie. Et que je le veuille ou non, je vais être différent. Que je le veuille ou non, il y a certaines choses que je dois faire d'une manière différente que d'autres. Euh, Ça me permet vraiment de voir la vie d'une autre façon. Tu sais, j'ai fait tellement d'efforts, j'ai tout vécu niveau intimidation, j'ai tout vécu niveau euh, socialement, niveau études, comment essayer de m'intégrer. Tu sais, je passais d'une école euh, de quartier qui était un peu, on va dire, facile pour moi. Puis après, la première fois, j'étais dans une école qui était un peu plus bonne. Mon premier examen, Mhm. je me rappelle encore,
j'ai eu ma note, c'était un 1 sur 9. Ma mère m'a vraiment chicané là-dessus. Puis, c'est quelque chose qui m'a frappé, qui a fait en sorte que j'ai dû travailler énormément, arriver au secondaire, j'ai dû travailler énormément, arriver au cégep aussi. Sur le plan sportif, euh, j'ai appris à écouter. Une des choses qui fait en sorte sur le plan social, mon problème d'audition fait en sorte que je parle beaucoup. J'aime m'imposer parce que si je parle, je n'ai pas besoin d'entendre. C'est moi qui parle. Intéressant. C'est drôle. C'est Ah, quelque chose que je prends beaucoup de place à cause de cette raison. Puis on me reprochait souvent que je pensais que j'étais le centre du monde, entre guillemets. Puis des fois, peut-être que je le pense aussi, en joke, là. Mais euh, c'est quelque chose que le handball m'a appris à écouter parce que je devais écouter mes coéquipiers, je devais écouter les autres. C'est vraiment dans ce milieu-là, vraiment, qu'on m'a reproché que j'étais le centre du monde, que je pensais être le centre du monde. Puis ça m'a appris à vraiment écouter, à entendre les autres. Puis en tant que médecin surtout, ce qui, d'après moi, est me- la caractéristique que ça m'apporte le plus en tant que médecin, c'est surtout d'après moi, l'empathie. Évidemment, je ouais. peux Hmm. comprendre beaucoup mieux les patients. Je Hmm. peux, c'est sûr que c'est pas le même problème, mais je sais quoi être malade, je sais quoi avoir un handicap, je sais quoi se faire regarder avec la pitié. C'est un regard qui est très, très regardé tous les jours, c'est avoir de la pitié. Personnellement, c'est pas un regard que j'aime. Hmm. Personnellement, certaines personnes, puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas nécessairement ça, se faire voir d'un autre œil, juste parce Hmm. qu'on a un handicap, juste parce qu'on est malade, juste parce que. Mhm, ben ouais. C'est sûr qu'on aime se faire aider, on aime se faire respecter. Comme si jamais j'apprends une audition, puis que tu viens et tu me répètes ce qui a été dit, je vais prendre ça avec grand plaisir, puis je vais apprécier Hmm. ça, mais je veux pas que tu le fasses par pitié, je veux que tu le fasses parce que c'est la chose à faire, si on veut. Hmm. Euh, Aider un vieux à ramasser des sacs d'épicerie, je ne fais pas ça par pitié, mais je fais ça parce que je t'aide. Si je répète un vieux, ça répète un jeune, ça répète une personne, un homme fort, je vais le faire pareil. C'est juste par gentillesse. C'est parce que c'est en guillemets la chose à faire dans cette situation-là. Puis on n'aime pas nécessairement, je sais qu'il y a pas des personnes avec un handicap ne peuvent pas nécessairement se faire voir d'un autre œil. Puis c'est sur cet aspect de lien puis de regard que je vais pouvoir vraiment, d'après moi, bien regarder, si on veut, les personnes Hmm. avec un handicap, puis les rejoindre beaucoup plus facilement. Hmm. Puis, parle-moi de tes rêves. T'es jeune encore, t'as que Ouais. 20 ans. Ouais. J'ai trop de rêves. Honnêtement, c'est. Allez, Ouais, partage-en quelques-uns. euh, en ce moment, au niveau sportif, je vais faire les Olympiques. Au Les niveau. Olympiques. Ouais, c'est Wow! quelque chose qui. Wow! Ouais, merci. Dans le milieu du handball. Au niveau scolaire, je vais devenir un pédiatre. Je veux. Ah, Ouais, pédiatre. j'adore les enfants, j'adore les voir grandir, les motiver, leur donner des conseils. Euh, euh, je veux continuer à motiver les futures générations de personnes avec un handicap. C'est quelque chose qui me prend vraiment à cœur, l'handicap. Hmm. Que ce soit physique, que ce soit auditif, que ce soit verbal, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que je trouve qu'on peut aller au bout de ses rêves. C'est sûr que nos objectifs ne seront pas nécessairement les mêmes, mais c'est pas quelque chose qu'on devrait euh, se faire rabaisser pour Hmm. et qu'on devrait s'asseoir et être comme bon, on peut rien faire à cause de ça. Euh, Puis éventuellement, c'est mon plus grand objectif, mon plus grand rêve, c'est vraiment de bâtir ma propre fondation, puis de Ah, redonner éventuellement aux personnes avec pas juste les handicaps, motivational speaker, être une personne pour motiver les jeunes, mais juste faire des activités, des bourses, créer des événements, euh, éduquer beaucoup les gens sur comment agir avec ce genre de personnes-là, parce qu'on pense faire la bonne chose des fois, mais on ne la fait pas. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui va nécessairement mal le prendre, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent mal le prendre. Euh, L'éducation, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est mhm. mon projet personnel au secondaire, dans une école internationale, on est obligé de faire un projet personnel à la fin de nos 5 ans. C'était vraiment c'est quoi l'audition? Puis c'est quelque chose que j'ai laissé aux profs là-bas pour qu'ils puissent vraiment conceptualiser un peu comment moi je vois la chose. Hmm. Et ouais, Hmm. c'est mes rêves OK. pour le moment.
Là, J'en ai c'est... beaucoup plus que ça, mais Ben oui. En tout cas, c'est très dynamique. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis, qu'est-ce que, si tu avais un message à passer aux jeunes aujourd'hui, là, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, là? euh, c'est sûr que c'est cliché, le tout vas-y, t'es capable, lâche pas, Ouais, ouais. va au bout de tes rêves. Mais la chose qui est le moins cliché, puis que c'est pas tant vu des jeunes, puis moi-même, ça, je l'ai peut-être pas tant vu par moment, mais c'est qu'il y a des gens pour t'aider. Il y a des gens comme vous, il y a des gens comme, même si ses parents ne sont pas nécessairement là, il y a des gens dans la société, il y a des gens, euh, euh, il y a des gens, il y a énormément de personnes qui sont là pour t'aider, puis tu peux aller plus loin que tu le penses. Tes rêves que tu vois en ce moment, tu peux les accomplir, puis encore plus. C'est pas parce que tu as un handicap, que tu es dans une école spécialisée, que tu es avec un prof qui te suit 24 heures sur, tous les jours, toutes les heures, tous les jours, de tous les mois, de toutes les années, que euh, ça veut dire que tu es quelqu'un qui, sans cette personne-là, tu ne pourras pas aller plus loin. À la fin de la journée, plusieurs personnes doesn't make it, n'arrivent pas à se rendre aussi loin que toi, puis tu as de la force en toi, puis tu es capable. Hum. C'est Tu vraiment parles, ça. je trouve ça vraiment très intéressant que tu Merci. dises qu'il y a des personnes autour de toi. Tu as nommé ta mère, tu as parlé d'une orthophoniste, des professeurs peut-être. Y a-t-il d'autres personnes que tu aimerais prendre l'occasion, tu sais, de prendre l'opportunité aujourd'hui pour de nommer, qui t'ont soutenu, puis grâce à qui tu as trouvé la force en toi de passer à travers tout ça? C'est sûr que ma mère, encore une fois, Ouais. mon orthophoniste au primaire, ces personnes qui m'ont soutenu. J'ai quelques amis qui sont actuellement en train de me regarder. C'est vraiment apprécié. Ça fait chaud au cœur, réellement, de les voir ici. Euh, Parce que, comme j'ai dit, mon combat n'est pas fini, puis ça me motive à encore aller plus loin. Euh, j'ai un coach de handball qui m'a énormément soutenu dans le Ah, milieu du sport, qui m'a énormément poussé, qui n'est pas là malheureusement. Mais honnêtement, chaque personne qui a eu un impact mauvais ou positif sur ma vie, je la remercie parce que si l'impact est positif, ça m'a permis d'aller plus loin. Et si l'impact négatif aussi, parce que hmm, ça m'a fait réaliser mes erreurs et ça m'a fait réaliser à quel point je devais travailler sur quelque chose pour, sur moi-même. Tu sais, la hmm, personne en question, si elle m'avait pas dit cette chose méchante, je ne serais pas revenu à Montréal puis je n'aurais pas recommencé à travailler énormément sur mon articulation. Même si son impact n'est pas tant bon, ultimement, ça m'a permis d'avoir un impact qui est je bon comprends. sur ma vie. Hmm, Si j'ai pas été backstab, si j'ai pas été, j'ai pas vécu un primaire puis un secondaire aussi difficile socialement que je l'ai vécu, ça m'aurait pas montré que ça m'a permis de travailler sur moi-même, ça m'a permis ouais, de réaliser que j'ai encore beaucoup à faire, puis c'est pas fini, puis je dois continuer, puis je dois continuer. hmm, Fait que c'est vraiment positif ou négatif. Je suis vraiment reconnaissant pour chaque personne qui est entrée dans ma vie, puis chaque chose qui s'est passée. hmm. Puis vraiment, Hmm, super. Ben écoute, Mohamed, on est déjà rendu à 12h45. On va prendre des questions s'il y en a. Alors, je ne sais pas, Alexandre, si tu peux nous dire s'il y a des questions en suspens présentement là, auxquelles Mohamed peut répondre. Alors, il y aura une question, mais je vais d'abord commencer avec deux petites interventions. Donc, une d'abord de Yasmine, qui mentionne qu'il faut quand même mentionner que Mohamed a été élu plus drôle de la cohorte en médecine. Donc, côté ouais. social, il en a fait du chemin. Il nous avait pas dit ça? Voilà. Je trouvais ça intéressant à mentionner. Ouais. On a Émilie aussi qui dit waouh, quelle sagesse, quelle résilience et belle expérience, merveilleux Merci humain, beaucoup. merci de partager. Donc Merci. voilà, là, c'est deux réactions Merci. que nous avons déjà eues. Et alors, on a une question de Ariane qui demande, est-ce que tu as demandé pour des preneurs de notes à l'université? Oui, oui, j'ai demandé à un preneur de notes. Ça va plus loin que cela. Je n'aime pas me dissocier, comme j'ai dit encore plusieurs fois, des personnes avec un problème d'audition. Mais une des choses qui est pertinente chez moi, c'est que j'ai jamais accepté l'aide. Même la personne qui me suit à l'université, elle me reproche ça. Elle me dit, tu as un trop gros ego là-dessus. J'aime pas me faire aider. J'aime pas
j'aime pas avoir accès à plus par rapport aux autres. J'ai certain, je l'ai eu toute ma vie. À l'université, je l'ai utilisé une fois. Au cégep, un peu plus. Au secondaire, je l'ai juste utilisé à quelques examens en secondaire 5. J'avais droit à un ordi portable tout au long de mes 5 ans du secondaire. Je ne l'ai pas touché une fois. Comme il est littéralement resté dans le casier pendant 5 ans. Je ne l'ai pas ouvert une fois. Je ne sais même pas c'est quoi le code. Je ne sais même pas c'est quoi l'ordi, la marque. Mais euh, c'est quelque chose que j'aime m'élever moi-même puis montrer moi-même que je suis capable. Mais arrivé au secondaire, à l'université, j'ai réalisé que c'est vraiment too much d'une certaine manière. La quantité de matière en médecine, puis j'ai finalement abandonné, si on veut, puis je me suis dit, j'ai accepté l'aide, puis honnêtement, ça a fait plus de bien que de mal à la fin de la journée. Puis ma prise de notes est excellente et Hmm. voilà, j'en suis très reconnaissant. Y avait-tu d'autres choses que la prise des notes qui est spéciale comme J'ai droit au service? système FM, mais je veux pas l'utiliser pour le moment. J'ai droit au CRTAN, mais je ne l'utilise pas. J'ai droit à plusieurs choses et j'ai un plan d'intervention. Mhm. Mais personnellement, je préfère juste me rendre le plus loin possible par moi-même pour Hmm. vraiment me surpasser. Parce que dans la vie, tous les jours, quand je vais être dans le milieu du travail, quand je vais avoir un patient devant moi, il n'y aura personne pour m'aider ultimement, puis pouvoir m'accommoder lorsque je n'entends pas la personne. C'est sûr que j'aurai certains instruments, que j'ai un stéthoscope Bluetooth. En ce moment, je vous entends bien avec un appareil qui me permet d'amplifier le son de ce que vous dites. Mhm. Mais c'est dans la vie de tous les jours, dans la vie, euh, c'est au travail, dans la vie sociale, etc. Je ne suis pas nécessairement autant accommodé. Puis c'est vraiment, je suis laissé à moi-même un peu. C'est pour ça que euh, je cherche vraiment à travailler par moi-même puis à me OK. surpasser de moi-même. Ah, OK. Merci. Alexandre, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans le chat, il n'y a pas d'autres questions. Donc, si des personnes veulent éventuellement lever la main pour poser une question, Oui, que allez-y, le allez-y, c'est le temps temps. Vous s'entraîne. avez encore un bon 5 minutes si vous voulez poser quelques questions ou prendre la parole, faire un commentaire. Voilà, Alors, on a... exactement. Moi, en tout cas, je voulais déjà souligner le travail que tu as mené avec ta maman, justement, pour arriver où tu en es Excusez-moi. aujourd'hui. Oui, 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 allez, excusez, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé la main pour lever. En tout cas, je vais. allez-y. Bonjour, je suis la maman de Hmm. Momo. Ah, bon. Bravo maman, je suis fière de toi. J'ai pas de questions à te poser, seulement je veux te dire bravo, continue. Merci. Et ça fait chaud au cœur et je suis très très fière de toi. Hmm. Merci. Merci, madame. Merci à vous. Hein? D'autres madame, je suis fier de vous questions, aussi. commentaires? Alexandre, d'autres choses? Bah oui, juste peut-être rajouter que justement la maman de Mohamed peut être fière de ce qu'elle a fait aussi, parce que c'est clair que c'est un travail quotidien et un véritable acharnement pour Mohamed, mais je crois que le soutien de maman a été on ne peut plus appréciable, Hmm. apprécié, et d'une solidité sans faille. Donc c'est clair que peut-être que si maman n'avait pas été là, le travail n'aurait pas été mené à ce point-là. Donc, je crois que il y a vraiment deux personnes à féliciter. Mohamed, évidemment, pour le travail personnel, mais maman, surtout pour son Hmm. travail de super-héros dans ce cas-ci, parce que Hmm. on peut la Hmm. considérer comme Wonder Woman, finalement. Bravo, en tout cas. Ah, Je suis conscient que plusieurs personnes n'ont pas accès à une mère comme ça. ouais. Euh, euh, mais plusieurs personnes n'ont pas nécessairement autant de services que je l'ai eu. Puis c'est pas aussi facile pour eux. Ils viennent d'un milieu. Moi, j'ai toujours été en nourriture à la fin de la journée. J'ai toujours eu un toit haut de ma tête. Puis c'est quelque chose que Hmm. j'en suis très reconnaissant pour. Euh, mais c'est pour ça qu'ultimement, vraiment, dans le futur, c'est quelque chose que je cherche à changer, que je cherche à apporter. Je trouve que les fondations, c'est moi-même, la Fondation Réa, toutes les bourses, j'ai dû faire énormément de recherches pour les trouver. Puis ils ne sont pas assez mis au public d'après moi. Puis ils ne sont pas assez connus des gens d'après moi. Hmm. Puis c'est quelque chose que, d'après moi, je voudrais qu'on qu'on popularise plus pour faire Hmm. réaliser aux gens qui sont aidés, qu'on peut Hmm. les aider. Ouais. Puis vraiment, c'est ça. Hmm.
Super, merci. Écoute, Mohamed, J'ai oui, encore une question. vas-y. Voilà, donc de Yasmine qui demande: est-ce qu'il y a des spécialités qui te semblent moins accessibles à cause de tes appareils? Oui. Euh, c'est vraiment ironique, mais une des spécialités que j'aimerais le plus faire, c'est urgentologue. C'est une spécialité avec la pédiatrie qui m'intéresse le plus. Et celle-ci me semble un peu moins accessible parce qu'à chaque fois, tu as une histoire différente qui arrive. Fait que tu dois vraiment porter énormément d'attention à ce que la personne dit, à chaque détail, essayer d'entendre puis de comprendre ce qu'elle dit à chaque fois. Et ça peut être vraiment très difficile puis encombrant, surtout en ce moment avec le masque, espérant qu'il ne soit plus là une fois que je suis rendu que j'ai terminé en mes études de spécialité. médecine, espérant. Mais c'est quelque chose qui est très difficile. Mais encore une fois, c'est pas un. J'aime les obstacles, puis j'aime les surmonter, puis j'aime C'est me pas dire, impossible, c'est ça que j'aime j'entends. les voir derrière moi, puis quand j'ai surmonté cet obstacle. Donc, je pense pas quelque chose qui me freine dans ma démarche de devenir urgentologue, honnêtement. Puis Ah, c'est quelque chose que je prends avec joie, puis avec sourire, et je suis prêt wow. à battre l'obstacle. Super, merci. Écoutez, je voudrais te remercier, Mohamed, pour cette histoire, ce témoignage extrêmement inspirant et mon Dieu, wow, hein, on se rend pas compte à quel point aujourd'hui on te parle, puis on voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Puis là, aujourd'hui, ben, ça nous a permis de prendre conscience de tout ça. Donc, pour nous, c'est vraiment très, très, très apprécié que tu aies accepté notre invitation. Je rappelle que Mohamed a été récipiendaire de la bourse REA, d'études REA et du groupe de la Fondation Groupe Forger. Je m'excuse. Alors, pour un montant de 3 000 c'est un programme qui a lieu chaque année. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, on va remettre le programme en place l'année prochaine pour l'édition 2022 vers février ou mars. Donc, j'incite les candidats là, qui ont un handicap, qui veulent poursuivre leurs études, on peut peut-être les appuyer dans cette démarche. J'aimerais aussi vous remercier en retour de me donner Mm. une plateforme pour partager mon histoire. On va avoir d'autres occasions, Mohamed. Ce n'est que la première Et fois. vraiment juste motiver les gens, leur Ouais, montrer ouais. que tout est possible. Puis Mm. merci encore pour la bourse, c'est vraiment Ouais. apprécié. Ça me donne vraiment une tape dans le dos. Puis j'espère qu'on pourra Ouais, toucher beaucoup plus on de va gens dans le sûrement futur. continuer ensemble. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier Alexandre Évidemment. qui a suivi le chat, qui nous a supportés, soutenus aujourd'hui. Alexandre a été un élément essentiel de la conférence aujourd'hui parce que ça aurait été très perturbant là, pour nous de suivre les deux en même temps. Puis, je vous invite, on va renouveler l'expérience avec Mohamed ou d'autres personnes ou peut-être même des spécialistes dans le domaine de la réadaptation. Donc, je vous invite à aller aimer la page Facebook de la Fondation pour garder le contact puis connaître les futurs événements. On organise des événements régulièrement. Donc, on va mettre le lien du site web et de la page Facebook dans le chat. Je pense qu'il est déjà là d'ailleurs. Déjà là. Oui, merci Alexandre. Et puis, un gros merci aussi à toute l'équipe de bénévoles à la Fondation, à notre petite équipe, à tout le monde. Et écoutez, je vais mettre fin à la conférence aujourd'hui, puis je vais vous dire un gros merci d'avoir été là. Et on Merci va se dire beaucoup. à la prochaine. Merci. Alors, merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Au Merci revoir. beaucoup. Passez une belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir.